Bonjour Devox, est-ce que vous allez bien? Bienvenue à ce talk. Nous sommes à l'heure. Aujourd'hui, nous proposons une rétrospective sur le projet SNCF Connect, ou comment, après 10 ans de natif, nous avons refondu nos apps en Flutter et en React. Donc moi, c'est Adrien, je suis tech lead sur la partie mobile Flutter. J'ai un background mobile natif, web et du back-end plutôt Java Kotlin. Et ça fait 3 ans que je suis chez Connect. Bonjour, moi c'est Gwen, enchanté d'être là, même ravi d'être là. Moi c'est comme Adrien, sur la partie Flutter en tant que tech lead depuis 2 ans. Et par contre j'ai intégré UI.SNCF en 2015 en tant que développeur iOS, donc j'ai un gros bagage natif. Alors avant de vous parler de SNCF Connect, il faut aller un peu en arrière. Il y avait le site et l'application mobile UI.SNCF. Donc il y a qui étaient prévus pour vendre et distribuer les billets de train, surtout sur les grandes distances. Il y a quelques chiffres qu'on a là, c'est quand même des gros chiffres, 1,3 milliard de billets vendus depuis sa création en 2000. Et l'application mobile, donc qui était native iOS Android, ont été créées en 2009 et c'était 200 contributeurs en 2020. À côté de ça, on a l'assistant SNCF. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ici. Levez la main, peut-être. C'est vraiment, il y a du monde quand même. Surtout utilisé dans la région, je pense pas mal Île-de-France. C'est pour les trajets du quotidien. Et comme on voit, il y a 2 millions d'itinéraires calculés par jour. Donc c'est assez énorme. Et il y avait 100 contributeurs en 2020. Alors, moi, quand je suis arrivé chez UI.SNCF en 2015, à chaque séminaire, il y a toujours quelqu'un qui levait la main et qui disait « Mais pourquoi, en fait, on n'unifie pas ces deux applications ?» Parce que, déjà, pour nous, en interne, on trouve ça compliqué. Alors, j'imagine même pas pour les utilisateurs. Et il y a 2 ans, cette union a été faite et nous avons créé SNCF Connect. Encore une petite question. Qui a envie de donner un avis sur l'application SNCF Connect, ceux qui l'ont déjà peut-être utilisé? Voilà, bon, le nombre de rires suffit. Voilà. L'application SNCF Connect, c'est un peu comme l'équipe de France. Vous avez tous envie d'être sélectionneur de l'équipe, vous auriez tous un avis à donner sur l'application SNCF Connect. Une petite sélection de tweets, voilà, c'est pas forcément nos préférés, mais on adore. Moi, j'adore celui qui dit franchement, vous avez codé ça sur une Game Boy Advance. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça dans les transports, franchement, coder sur une Game Boy Advance, très sympa. Donc, on n'est pas là aujourd'hui pour refaire le match, faire le débat thème sombre, ça marche pas, je sais pas quoi. Ici, on va vous présenter ce qu'il y a sous le capot, ce qu'on a fait techniquement, essentiellement sur l'appli mobile Flutter. Du coup, l'application SNCF Connect, aujourd'hui, c'est une application Flutter, c'est un site web en React, et c'est un back-for-front en Kotlin, le tout from scratch. On a fait ça en 1 an. On était une dizaine de devs en mai 2020. Aujourd'hui, on est environ 200. C'est en prod depuis le 25 janvier et c'est la plus grosse application Flutter en Europe. Il y a peut-être BMW, mais je pense qu'on est quand même une des plus grosses applications en Europe aujourd'hui. Donc, quand on a refondu en fait ces apps, la première question à se poser, c'est quoi la meilleure techno pour refaire une app de ce type, de cette envergure, sachant que notre objectif principal, c'était de limiter la duplication de code, parce qu'on a eu 2 applications assez grosses avec une équipe iOS, Android, qui se tire la bourse sur les features, etc. Ça, on n'en voulait plus. Donc, on a poké 3 technos qui étaient pour nous les plus à jour sur le marché à ce moment-là. Donc on a fait du Kotlin multiplateforme, on a fait du React Native et du Flutter. Donc on a poké les 3 en parallèle, on a fait les mêmes parcours. Le but du jeu, c'était faire un parcours de vente le plus vite possible avec des équipes minimalistes. Kotlin multiplateforme, on adorait, parce que l'idée était très séduisante, parce que coder en Kotlin, tous nos bacs sont en Kotlin, donc on aurait eu une adoption assez forte au niveau du langage. Par contre, il fallait coder 2 fois les UI.
React Native, c'était très séduisant aussi parce qu'on a énormément de développeurs JavaScript qui font du React déjà. Donc grosse adoption sur le langage aussi et sur le framework potentiellement. Mais niveau performance, on n'a pas été convaincu. Et niveau tooling, on trouvait que ça manquait un peu de qualité d'industrialisation. Le dernier POC, Flutter, donc qui a été, vous en doutez bien, choisi. Donc on va passer pas mal de temps là-dessus. Et je vous donne quand même la définition de Google. Donc Flutter, c'est quoi? C'est un framework open source pour construire des applications qui sont compilées nativement, ça c'est important, qui sont multiplateformes, donc iOS, Android et d'autres, avec une seule code base. Donc ça c'était notre point d'entrée au départ. Et qui connaît Flutter un peu dans la salle là? Qui a déjà touché? Ok, ouais, pas mal. Ah ouais, cool. À quoi ça ressemble? Donc on va vous montrer, pour ceux qui connaissent peut-être pas un peu quand même le concept qui y a derrière Flutter et un peu de code aussi. Le premier concept, c'est du déclarative UI, donc qui est comment dire, démontré par cette fonction où l'UI est une fonction de l'état, c'est-à-dire que dès qu'un état change, on rebuild toute l'UI derrière. Donc là, on va vous montrer, mais très rapidement, à quoi ça peut ressembler, faire un mini comparatif pour vous donner une idée pour ceux qui ne connaissent pas trop Flutter. On va vous montrer le code de cet écran ultra simpliste qui est un bouton qui affiche une snack bar. Donc Flutter, c'est du Dart. En Flutter, tout est widget. Vous voyez bien le code, c'est assez gros. Ok. Donc ce qui est en jaune, c'est déclaration d'un écran. En bleu, on voit la modification du style d'un widget. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'on empile plein de widgets. Donc on a un conteneur sur lequel on rajoute des décorations et on les empile. On a un bouton et ce bouton, voilà, on affiche ensuite la snack bar. On voit vraiment bien l'imbrication des widgets en Flutter. Si je compare rapidement avec du Swift UI, on est plus sur du function builder, mais on est toujours sur de la déclarative UI, donc ça se ressemble pas mal, mais la philosophie est différente. On rajoute des fonctions pour modifier un widget en fait. C'est pas tout à fait la même philosophie. Et de la même façon, KMP, et alors pour le coup c'est plutôt la partie Jetpack Compose là, qui nous intéresse. Étonnamment, les deux sortent de chez Google, mais c'est à nouveau pas la même idée. Là, on est plus sur une idée de function builder, plus des modifiers qui viennent sur un widget comme ça. Donc on n'est pas dans cette logique d'empiler que tout est widget, on est plus sur ajouter des éléments sur des widgets avec des propriétés pour le modifier. Donc on a choisi Flutter. Pourquoi on a choisi Flutter? Donc on a fait toute une étude, tout un Rex. Là, on vous fait la réponse un peu simplifiée à toutes les questions qu'on s'est posées. Déjà, les performances étaient au rendez-vous. Performances similaires à du natif, grâce à un moteur style jeu vidéo qui s'appelle Skia. On a du multiplateforme, donc on a iOS, Android. Si on veut demain, on peut faire du web, du Linux, du Mac, du Windows. Et j'en passe, j'ai vu des gens qui installaient Flutter sur des trucs un peu obscurs. La taille du binaire était acceptable par rapport au binaire qu'on avait précédemment sur Wii et l'assistant. Pas beaucoup plus élevé que du KMP. Donc on a un environnement de dev qui est très mature. Et le framework en lui-même est mature. Quand je parle d'environnement de dev mature, c'est qu'on est en terrain connu, on est sur du IntelliJ, on est sur de l'Android Studio, du VS Code pour ceux qui préfèrent. Il y a plein de plugins intégrés. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout perdu quand on se lance dans le dev Flutter. Et voilà, à l'époque, pour nous, c'était le plus mature par rapport au tooling qui était en place, au debug, etc. Et enfin, on a pas mal de partenaires qui nous ont suivis, qui se sont lancés dans le Flutter pour pouvoir rester dans l'application SNCF Connect. On a réussi à avoir des contacts dans les équipes Flutter Google qui pouvaient répondre à nos questions quand on avait des blocages. Et aujourd'hui, Google Pay, c'est du Flutter. Il y a AdMob de Google qui a été porté. Il y a plusieurs grosses applications chinoises. Et demain, peut-être Fuchsia, le prochain OS de Google, Flutter pourrait devenir le langage natif de Fuchsia. Tout ça nous a poussé à miser sur Flutter. Alors,
Le titre de la conf, là, c'est 10 ans comparé au natif. Donc, moi, j'ai vraiment un background natif. Adrien un peu plus full stack. Mais là, on va vous parler un peu des choses, comment ça, des choses qui nous ont marqué quand on est passé de Flutter par rapport à ce qu'on faisait avant sur le natif. Pour quand même information, il y a 2 ans, on n'était pas encore passé sur SwiftUI ou Jetpack Compose, donc c'était de l'impératif. Donc le premier gros changement, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est de passer de l'impératif au déclaratif UI. Là, clairement, enfin moi, personnellement, je me suis un peu raccroché à ce que je faisais sur le natif, etc. J'ai essayé de faire la même chose et au final, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte, quand le projet a grossi, que c'était pas viable. Donc mieux vaut partir d'une feuille blanche, bien lire la doc et puis voilà, suivre les préconisations, un mot très compliqué à dire, de la doc de Flutter. Ensuite, ça c'est vite une petite aparté, c'est parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Côté SNCF Connect, on a choisi d'avoir une UI commune sur les deux OS, Android ou iOS, mais vous êtes tout à fait possible de suivre les guidelines Apple ou Material pour Android, avec des conditions, etc. Mais voilà, vous pouvez avoir une application qui est très ressemblante. Certains widgets Flutter le font nativement. Exactement, comme le switch, le toggle switch par exemple. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est que Flutter est au-dessus en fait, de l'OS, ce qui fait que dès qu'il y a une mise à jour, bah vous, en tant que développeur et utilisateur final de l'application, vous récupérez les dernières fonctionnalités, etc. Ce n'est pas le cas par exemple sur iOS, où quand SwiftUI est sorti, bah, vous attendez 2-3 ans avant de pouvoir enfin développer dedans, le temps que bah, le market vous donne le go pour supprimer les versions de l'OS précédentes sur lesquelles vous livrez votre app. Et enfin, le dernier point, pour moi qui est super important, c'est vraiment que Flutter est complètement open source, mais vraiment complètement open source. Ça veut dire que si vous avez un problème, vous levez une issue, les mecs de chez Flutter vous répondent au quart de tour quasiment. Vous pouvez aller chercher dans le code, voir comment fonctionne un tel widget, comment fonctionne même Flutter Core, etc. Enfin voilà, c'est une liberté pour vous enrichir et pour faire plein de choses. Petite slide technique sur les bridges. Flutter, c'est un framework très puissant, ça fait plein de choses, mais pour le moment, ce n'est pas capable d'interagir avec le hardware bas niveau de l'OS natif pour déclencher un appareil photo, pour faire du Bluetooth, du NFC, tout un tas de fonctionnalités. En fait, on repasse par le natif pour accéder à ces fonctionnalités. Donc pour que ça fonctionne, Flutter en fait utilise 2 channels. Il y a le method channel pour descendre vers le natif et il y a le event channel pour remonter vers le Flutter. Je vous passe tous les détails techniques, mais grosso modo, on a une librairie qui s'appelle Pigeon qui est fournie par Google, qui permet de générer une interface typée pour communiquer avec le natif et qui vous facilite grandement la vie pour, par exemple, nous on a créé un bridge maison pour le wallet iOS. Alors chez Google, ce bridge il est un peu plus balèze. Ils ont le bridge Google Ads pour la publicité. Et on a plein de partenaires, voilà, comme je le disais au début, qui ont créé des bridges comme Datadome, Batch, etc. Encore une petite question. Qui fait du natif ici, mais du vrai pur natif, iOS, Android, etc. Okay. Il y en a de moins en moins. Oui, il y en a de moins en moins, c'est vrai. En tout cas, moins que Flutter. Quand je faisais du natif, personnellement, enfin, c'était l'équipe, c'était un gros irritant sur l'équipe, c'était le temps de compilation. C'est-à-dire, vous faisiez un changement, vous attendiez quelques dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, selon l'état de vos projets, pour voir le changement sur votre device ou simulateur. En tout cas, sur iOS, c'était clairement le cas. Moi, la grosse surprise que j'ai eue quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à faire quelques lignes de code avec Flutter, c'est cette magnifique fonctionnalité qui s'appelle le Hot Reload. Et qu'est-ce que c'est le Hot Reload? C'est juste que, en fait, vous voyez le GIF là qui est en place, vous faites une petite modification, n'importe quoi, un changement de couleur, voire un peu plus gros. Vous sauvegardez votre fichier. Je code pas très vite, je suis désolé, ça va venir. Hop, et voilà. Et là, vous avez la modification qui apparaît directement sur votre simulateur ou votre device. Et tout ça sans perdre l'état. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous retaper tout le parcours pour arriver au panier, etc. Donc ça, c'est quelque chose de magique. Derrière, il y a le Hot Restart, où là, par exemple, si vous faites des changements un peu plus profonds,
faut redémarrer l'application, mais vous redémarrez juste la partie Flutter sur la VM Dart, et donc là, ça se passe, c'est aussi très rapide, c'est de l'ordre de 2 secondes. Dart, en fait, excusez-moi, je reprends. Flutter, en fait, Google et Flutter donc, ont choisi Dart. C'est à cause de ça, c'est parce que Dart a 2 modes de compilation, just in time, et c'est ce qui permet de faire ça. C'est un peu moins performant, etc. Vous verrez, ça lag un peu plus. Vous ne pouvez pas avoir du 60 FPS là-dessus. Et head of time, qui est lui plus optimisé et pour les livrables sur le store. Donc là, on parle un peu de Dart et il y a 2 ans, donc on était 10, mais il y avait plusieurs personnes qui ont rejoint la petite équipe. Donc il y a des gens qui ont fait de l'iOS, de l'Android, du back. Personne n'avait fait encore trop de Flutter, mis à part peut-être Adrien un petit peu. Et donc là, on va vous montrer un peu les petits trucs qui nous ont marqués un peu sur Dart par rapport à Kotlin ou à Swift. Donc la première chose, c'est ce joli point-virgule là qu'on met en chaque fin de ligne. Alors peut-être il y en a qui le mettent encore, hein, mais personnellement et pour pas mal de personnes, ça a piqué. Ça a piqué même assez fort. Mais au bout de 3 semaines, on s'y fait. Là, je vais vous montrer un petit bout de code. J'espère qu'au fond de la salle, vous voyez. Si vous ne voyez pas, de toute façon, c'est la même. Je n'ai pas moyen de le grossir. Je suis désolé. Donc là, vite fait, donc ça c'est du Dart. Hein, j'ai une classe avec un constructeur. Dans ce constructeur, on lui passe en paramètre un objet input. On a une petite méthode qui s'appelle doSomething. doSomething va faire quoi? Va faire un appel sur un service.fetch. Et selon la réponse du service, on va cloner l'input qu'on a passé en paramètre au début et le valoriser avec de nouvelles données. Ça, c'est la partie Kotlin, et ça, c'est la partie Swift. Je passe vite. Le premier point, c'est la null safety. Donc là, les 3 langages sont OK, nous permettent d'avoir cette notion d'optionnalité. Donc si vous venez de Kotlin, etc., vous ne serez pas déçus. L'immutabilité. Là, par contre, Dart est moyen, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces data classes qu'on a en Kotlin ou ces structs qu'on a en Swift. Là, c'est que des classes. Et donc, par exemple, pour cloner, faut se taper à la main les copy widths, etc. Enfin, voilà, c'est pas parfait, mais Dart évolue quand même assez rapidement. Et on espère voir. C'est pas natif au langage. Voilà. C'est ça. On peut le faire, mais c'est pas natif au langage. On espère voir revenir ça assez rapidement. Côté pattern matching, donc très utilisé pour quand on fait du front, hein, donc on récupère un appel réseau, success, erreur. Si j'ai succès, j'aimerais avoir la data. Si j'ai une erreur, j'aimerais avoir l'erreur. Là aussi, Dart pourrait mieux faire, c'est-à-dire que vous voyez, c'est un peu à l'ancienne, quand j'ai des conditions, if success, data, je ne wrap ma data ou je ne wrap mon erreur selon l'état de la réponse. Côté Kotlin, là on est bon avec les C classes, et côté Swift aussi avec les enums et associated values. Donc ça c'est parfait. Enfin, la synchronous programming, très rapidement, ça marche super bien. Dart propose les futurs, ça fonctionne super bien. Franchement, c'est impeccable. Je passe sur les autres. Vous voyez que même Swift, il y a peu de temps, est passé sur les async await. Donc c'est peut-être un signe, même s'il y en a dans la salle, je sais, me disent c'est pourri. Je ne vais pas le citer. Alors, ça, c'est les petits trucs qui sont en plus sur Dart qu'on n'avait pas sur Kotlin ou Swift, c'est les cascades et spread notation. Cascade, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet de... ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ce qui vous permet d'appeler un setter ou une méthode sur un objet que vous venez d'instancier ou pas, et puis qui nous renvoie ce même pointeur, donc ce même objet. Spread notation, ça vous permet de rajouter dans un tableau existant le contenu d'un autre tableau. Donc ça, c'est ultra pratique quand on fait du déclarative UI, qu'on a des colonnes et on rajoute des listes de trucs dedans. Ça, c'est cool. Petit historique du JavaScript. Ouais, exactement. On parlait d'immutabilité, donc il y a des choses qui permettent, le langage ne le permet pas, mais il y a quand même tout un système d'annotation de méta, etc., qui permettent en fait de faire popper l'inter si on fait des mauvaises manips sur par exemple les classes qu'on a annotées en immutable, mais ça n'arrive pas à une erreur de compilation, mais à l'inter. Et enfin, pour pallier à tous les petits manques qu'on vient peut-être de citer de Dart, même franchement ça se code assez bien, on s'y fait très bien. Dart se repose pas mal sur la génération de code, énormément. Vous verrez plein de frameworks qui vont utiliser ça. Puis après, il y a d'autres petits trucs, les mixins, les annotations, mais on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui.
Donc Gwen nous a un peu parlé de Future, donc des traitements dans Flutter, etc. Moi, je voulais faire un petit passage rapide sur le fonctionnement de Flutter au niveau des threads. C'est plus un petit warning si vous vous lancez en Flutter, voilà. Pardon. Donc Flutter, c'est mono-threadé, comme beaucoup de frameworks aujourd'hui, hein, mais petit warning sur intéressez-vous aux isolates qui vous permettent de créer des sous-threads en Flutter. Parce que le main thread Flutter, c'est celui qui fait le rendu. Donc si vous le chargez à bloc avec des traitements lourds, avec des désérialisations de JSON incroyables, vous pouvez impacter légèrement le rendu de votre API. Donc pensez aux isolates, regardez un peu la doc, c'est super bien expliqué. Un gros point important quand même sur Flutter, c'est est-ce que nos développeurs ont suivi? Est-ce qu'on a laissé la moitié des devs sur le trottoir? Parce que quand même, à la base, on n'avait aucun développeur Flutter dans la boîte. Alors la réponse est oui, tout le monde a suivi. Très bonne adoption dans les équipes, que ce soit les équipes mobiles, les équipes back-end. On a même une dev back qui adore, elle est peut-être dans la salle, qui adore Flutter, qui maintenant ne fait plus que du Flutter, elle a lâché le back. Pour la citer, elle dit que Flutter et Dart, c'est un langage civilisé. HTML, Donc, etc. voilà, la déclarative UI, ça a très bien pris dans les équipes. La montée en compétences est assez rapide. L'apprentissage est assez simple. Et le langage en fait, Dart est quand même assez proche d'un Kotlin ou d'un Swift. Donc, ça se passe très bien. On a des gens qui sont devenus experts en quelques mois. Alors, Flutter Web. On a eu un énorme débat sur Flutter Web. Est-ce que c'est mature? Est-ce qu'on profite de l'existence de Flutter Web pour avoir une seule codebase pour notre site web aussi? Ça aurait été quand même incroyable et merveilleux. Je suis navré de vous dire que la réponse est non. On n'a pas fait de Flutter Web. Enfin, c'est peut-être une bonne chose plutôt du coup pour les utilisateurs. Pourquoi on n'a pas pris Flutter Web? Déjà, aujourd'hui, la Flutter Web génère une PWA qui n'est toujours pas splittée. Donc là, nous, on est rendu à 46 mégas de bundle de PWA. C'est un peu trop gros, c'est pas trop jouable pour un site e-commerce. De par sa nature, Flutter ne sera jamais en capacité de faire un rendu HTML pur et ça n'atteint pas en fait nos grades d'accessibilité. Le Flutter, ça se rend dans un canevas. L'objectif, c'est d'avoir un style jeu vidéo-like, donc c'est pas compatible en fait. Il faudrait qu'on pollue notre codebase mobile pour enlever les fonctionnalités mobiles qui n'existent pas en web. C'était pas stable quand on a commencé le projet. On avait du contenu tiers à intégrer. On a des chartes graphiques différentes. La SEO n'était pas du niveau qu'on attendait. Bref, pas vraiment adapté pour notre usage. Plutôt site utilitaire. Mais en tout cas, la techno est très prometteuse quand même. Flutter Web, ça fonctionne quand même vraiment très bien. Simplement, c'est pas pour l'instant adapté à tous les sites, à tous les usages. Alors, on a eu la chance, il y a 2 ans, de partir from scratch sur quand même un gros projet. Le truc était très ambitieux, il est toujours ambitieux. Hein. Et donc, grâce à ça, donc on s'est dit, autant partir sur une architecture à l'état de l'art. Et donc là, on va vous montrer un peu, pas l'exhaustivité, mais quelques petits trucs qu'on a mis en place afin d'arriver à ça, quoi. Donc, tout d'abord, on a fait un design system sur Figma. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Figma, il y a pas mal de designers qui aiment bien cet outil. On a fait tous nos composants graphiques dans un storybook. Comme ça, les équipes React faisaient la même chose et les designers pouvaient se balader entre les deux storybooks. Storybook Flutter qui, pour le coup, est déployé en Flutter Web pour faciliter l'accès à nos designers, justement. Et on génère même un peu de code depuis l'API Figma pour récupérer les couleurs et on met du coup même des images de Figma dans notre storybook pour que les designers en un coup d'œil voient la différence entre les composants. Côté architecture plus technique sur le design pattern, donc on a un BFF avec un SDK, donc BFF, Back for Front.
C'est-à-dire que notre back renvoie le contenu pour une page, il y a même les libellés en fait, directement traduits dans ce que renvoie le back. L'objectif derrière ça, c'est de centraliser la logique au maximum, de pouvoir orchestrer en fait toute notre SI et voilà, le BFF renvoie directement ce dont on a besoin pour les fronts. Donc on évite des relivraisons d'appli aussi pour des changements mineurs. Bref, on a tout centralisé dans le BFF, dans le SDK quand on ne pouvait pas le mettre dans le BFF, et ça fonctionne très bien. Tout à fait. La petite partie state management, ou grosse partie, c'était quoi? C'était la moitié de la salle faisait du Flutter à peu près, je ne sais pas trop, peut-être un peu moins. La question que quand on commence à faire du Flutter ou qu'on en fait encore, qu'on en fait déjà, pardon, c'est quel framework de state management je vais utiliser, quel state management je vais prendre, parce qu'il y en a une pléthore. Voici une liste clairement non exhaustive, mais avec Provider qui est quand même le maître incontesté de tout ça. Et Google n'en propose pas un, enfin n'en sélectionne pas un par défaut. Donc nous, comme je vous ai expliqué au début, on a cherché des trucs un peu bizarres. Enfin, on n'en a pas pris un de là-dedans, on a fait plus, on est reparti un peu sur ce qu'on faisait natif, et jusqu'au jour où on s'est dit, non, c'est pas tenable, on va partir sur quelque chose. On est parti sur Block. Et Block, et donc on a utilisé le package Flutter Block qui nous facilite grandement la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique vite fait. En fait, la logique se situe dans des petites, dans des petites ou plus grosses classes, ça dépend, qui sont des qubits ou des ou des blocs. Ces classes-là, en fait, on les met à différents endroits de notre application, de l'arbre. Ça veut dire qu'il y a des trucs, il y a des qubits qui vont gérer plus globalement l'arbre. Ça peut être, par exemple, tout ce qui est authentification, panier, des choses comme ça. Ou dès qu'il y a un changement, il faut que ça rebuild entièrement toute l'app. Ou plus localement, au niveau de petits widgets ou d'écrans pour rebuilder unitairement, en fait, selon nos besoins. Flutterblock, on est très content. Ça tient super bien à l'échelle. On en a, je ne sais pas combien, mais on en a beaucoup dans l'application. Et ça se teste aussi très bien. Et là, sans transition. Ah mince, punaise, j'ai raté ma transition. C'est pas grave. Je la referai après quand même. Là, vite fait, une petite liste des librairies qu'on utilise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent chercher, vous allez sur pub.dev, vous allez avoir toute une liste de, toutes les librairies possibles, inimaginables sur Flutter. Il y en a un paquet. Donc, Flutterblock, Getit aussi, on en parle vite fait. C'est pour faire nos injections de dépendance. On a utilisé ça. Autoroute, c'est pour la navigation. Dio, Adrien en a parlé, etc. Sans transition. Est-ce que Flutter, ça se teste bien? Alors oui, ça se teste très bien. Et là, on va vous parler Flutter propose 3 types de tests. Enfin, en vrai 2, mais il y en a un qui s'est rajouté par la suite. Mais voilà, 3 types de tests. Les tests unitaires. Donc là, je passe rapidement dessus. Voilà, vous avez votre expect, etc. C'est très connu, c'est rapide à se lancer. Ensuite, les tests widgets. Qu'est-ce que c'est un test widget? Ça vous permet de tester unitairement un widget et donc vous l'instanciez et vous assurez qu'à la fin, vous avez, vos expectations, vous avez bien tel bouton, tel wording, etc. sur votre composant graphique. Et enfin, le dernier, ce sont les tests golden. Donc les tests golden, c'est pareil qu'un test widget, sauf que ça va vous faire un rendu PNG. Rendu PNG d'un écran ou d'un widget, et après sur la CI ça va comparer pixel par pixel. Donc ça permet en fait d'éviter les régressions sur le look and feel de l'application. Donc les tests golden, au début on était super contents, on en a mis partout, et en fait on s'est rendu compte que c'est long à s'exécuter et ça devient très très lourd. Pour information, 85% je pense de notre repo comprend que des PNG. Faut savoir aussi que le rendu est non idempotent, j'ai réussi à le dire, de l'OS sur lequel vous utilisez, vous le lancez. C'est-à-dire que par exemple entre une architecture ARM64 ou x86, vous n'allez pas avoir le même rendu sur les fontes ou un Linux, etc. Donc pour ça, on passe par une image Docker pour lancer nos tests. Et par contre, c'est très pratique dans les merge requests parce que ça permet d'avoir une preview de l'écran ou du composant sur lequel est en train de travailler le développeur.
J'accélère un peu, j'ai mon timekeeper qui me fait des signes. C'est vrai. Donc, on fait des tests end-to-end avec Appium qui fonctionnent assez bien en natif. C'est un outil assez reconnu. En Flutter, on a des petites lenteurs parce que c'est pas optimisé pour faire du ciblage d'éléments Flutter, mais ça fonctionne. On regarde les tests integration test Flutter, mais le souci qu'on a, c'est que c'est pas capable de passer des dialogues natives ou des WebViews. Donc bon, pour l'instant, on reste sur Appium. Petite pub pour notre collègue Alexandre Poichet qui a créé un article sur les pyramides de tests en Flutterblock. Il est au premier rang si vous avez des questions. Flutter, est-ce que c'est accessible comme techno ? On a des gros enjeux d'accessibilité dans l'entreprise, donc pour nous, c'était essentiel de se pencher sur le sujet. Globalement, l'accessibilité est très bonne. On utilise des golden d'accessibilité, donc c'est exactement ce dont Gwen vous parlait. Ça nous permet de voir dans nos PR que en fait, chaque élément d'une page a bien un label, a bien une sémantique. Donc d'essayer de ne pas louper une sémantique ou de ne pas afficher à une personne malvoyante un objet qui n'a pas de sens pour cette personne. Il y a quelques bugs en cours de correction chez Flutter, mais rien qui nous a bloqué. Il y a des widgets dédiés et il y a un semantic service, par exemple, pour faire des retours à une personne malvoyante quand il fait une action. Nous, on a la chance d'avoir en interne Yannick, qui est un testeur malvoyant, qui nous fait des retours toutes les semaines sur l'accessibilité de notre appli. Petite pub pour moi. Alors la question que je me suis posée au tout début, c'était est-ce que Dart, Flutter et tout ça va supporter un aussi gros projet ? Donc comment s'est comporté le projet au fur et à mesure qu'il grossit ? Très bien, au final, on n'a même pas eu besoin de modulariser l'app, on a modularisé pour nos soucis métiers, mais pas pour la performance. Donc là, vous voyez un petit gif où on voit le hot reload, etc. à date, en fait, et donc tout est super rapide. L'IDE est toujours très réactif. Par contre, sur la durée des tests, on vous expliquait les golden, on est entre 1 et 24 secondes par test golden sur la CI, donc c'est très long. Après, la CI n'est pas peut-être assez véloce, j'en sais rien, mais voilà, c'est selon, ça peut être long. Ah, bah tiens, on parle de CI, continuons là-dessus. Flutter, proposé par les gros acteurs du marché que vous connaissez peut-être, CodeMagic, AppCircle ou Bitrise. Bitrise est assez connu, je le connaissais déjà avant. Nous, on est parti sur un GitLab CI auto-hébergé à la maison, enfin pas vraiment, mais presque. On utilise Mac Stadium pour builder, donc c'est des Macs sur le cloud pour builder tout ce qui est iOS. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour faire de l'iOS, il faut un Mac. Et pour le reste, c'est sur Kubernetes. Quelques petits chiffres très rapides. Donc les temps de build sont quasiment ISO à ce qu'on avait sur Wii.sncf, pour à peu près la même taille d'application quand même, peut-être un peu plus gros. Petit point d'attention sur les tests. Donc on a 2700 tests Flutter. Donc on est beaucoup. Donc beaucoup égale risque de régression, gros projet. Donc beaucoup de tests. Donc on a vu, voilà, c'est 30 minutes par job. On a dû les diviser en 10 jobs sur la CI. Donc c'est un peu gourmand. Par contre, en local, tout se passe très bien. Petit point d'attention quand même aussi, comme Dart utilise beaucoup de génération de code et à cause des golden, attention dans vos rebases, etc., les conflits sur des gros fichiers et des binaires. Et petite pub pour SonarCube, enfin pas SonarCube, mais je ne me souviens plus du nom de la personne qui a créé le plugin, mais merci à lui parce qu'il y a un plugin Flutter pour SonarCube qui vous permet d'avoir vos métriques. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de ce talk en partant, en rentrant à la maison ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va se mettre au Flutter sur notre prochain gros projet ? Donc nous, on aime Flutter parce que déjà, il y a un consensus au niveau des développeurs et ça, c'est hyper important. L'adoption, elle est très bonne. Et ça, c'est si vos développeurs aiment le produit, ils vont l'utiliser et les features, ça va dérouler. Et surtout, les développeurs back, c'est assez impressionnant, vraiment. On a augmenté le nombre de full stack dans les équipes. On a des bibliothèques de composants très riches. Flutter Material, il y a une pléthore de composants déjà faits. Il y a des slivers, il y a des tab bars, il y a des switches, il y a tout un tas de composants qui existent. Flutter est résilient, ce qui fait bizarre au début. C'est-à-dire que Flutter ne va pas planter s'il y a un problème dans une page. Le widget en question va planter, le reste va potentiellement s'afficher normalement. Si le bug est limité au widget, le reste va s'afficher. Donc
faut se méfier un peu en prod. Vous pouvez avoir des utilisateurs qui réussissent à finaliser des parcours. Pour autant, ils ont peut-être subi un glitch. Mais en tout cas, c'est très résilient. Donc, méfiez-vous un peu en production. La doc est géniale. Et il y a plein de vidéos YouTube sur chaque widget Flutter, il y a plein de tutos, il y a des podcasts, il y a une communauté qui est énorme, il y a un Twitter, le GitHub, l'a dit Gwen, avec des réponses très rapides. Il y a même un Reddit SNCF Connect où les gens essayent de deviner ce qu'on a écrit comme code dans l'appli, c'est fascinant. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Moi, je suis comme Adrien, j'adore Flutter, mais il y a quand même des petits points, des axes d'amélioration qu'on a distincts, hein, qu'on mentionne ici. La première chose, c'est la navigation. Il y a 1 an, Flutter est passé de la navigation impérative à déclarative. Ça a mis un gros boxon. Et il n'y avait pas trop de consensus, etc. Tout le monde se cherchait. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a GoRouter qui est fait par un ancien product manager de chez Google, qui, je pense, met tout le monde à peu près d'accord. Et nous-mêmes, allons passer là-dessus, je pense. C'est un gros chantier, mais on va peut-être passer là-dessus. Côté performance, un peu douche froide quand on a intégré Google AdMobs, c'est-à-dire qu'on a eu des problèmes de framerate qu'on n'avait pas avant. Donc là aussi, Google travaille dessus. Ils ont déjà fait beaucoup d'améliorations sur Android, donc c'est cool. On attend sur iOS. Petit problème aussi de frame junk, c'est sur ce qu'on appelle les shader warm-up. C'est-à-dire que quand vous allez lancer l'application la première fois, vous allez avoir des petits lags sur les animations. Donc là aussi, il y a des workarounds pour pallier à ça. C'est un peu chronophage, mais ça se fait. Et je reviens sur le côté résilient d'Adrien. Vu que c'est résilient, pour ceux qui font du natif, généralement, une erreur, elle est fatale et voilà, elle pop sur votre outil de Crashlytics. Là, comme c'est résilient, c'est des erreurs non fatales. Et donc, vous allez avoir pas mal d'erreurs non fatales, mais ça peut être par exemple une image qui ne s'est pas loadée, mais aussi il y a un truc qui bloque vraiment l'utilisateur. Donc là, il faut passer un peu plus de temps sur ça. Et ouais, puis après le code d'obfuscation, j'en parle vite fait, c'est juste qu'aujourd'hui les outils de Crashlytics sont peut-être pas encore à jour sur Flutter, donc vous êtes quasiment obligé de désobfusquer votre code Dart, sinon vous n'allez pas avoir les stack traces sur votre outil de Crashlytics. Voilà, donc le mot de la fin, notre sentiment, mon sentiment personnel sur Flutter, c'est on a l'impression d'avoir doublé notre vélocité. Ça marche at scale pour de grosses applis, donc n'hésitez pas, allez-y, faites du Flutter. Lancez-vous. Putain, t'as loupé la blague, mec. Ah punaise, j'ai raté la blague. Ouais, il y avait la blague, ça compilait pas en fait. Je suis désolé, je buvais ses paroles et voilà. Alors maintenant c'est à moi. Donc moi, mon sentiment sur Flutter, j'ai dit avant, je suis tombé vraiment amoureux de Flutter. Je pense que je reviendrai très difficilement en arrière. Après, ça dépend du type d'app que vous... Ok, là tu t'es pas planté par contre. Du type d'app que vous faites. C'est-à-dire que pour une application e-commerce, ça fonctionne très bien. Après, si vous allez faire un synthétiseur, vous allez chercher le Bluetooth et tout ça, c'est peut-être pas très adapté. Voilà, clairement, Flutter, c'est moderne, ça passe à l'échelle, c'est rapide, franchement, la vitesse à laquelle on a codé le truc, c'est assez impressionnant. Donc en résumé, il y a 2 ans, c'était un choix très audacieux de l'entreprise de partir sur Flutter. C'était comme il y a 2 ans. En 2 ans, beaucoup de choses ont évolué sur Flutter. Là, j'étais clairement pas convaincu au début. J'avais envoyé un mail comme ça à mon CTO. Et au final, ça s'est avéré super concluant. On est très ravis de faire du Flutter tous les jours et on a une super communauté. Enfin voilà. Donc ça, c'est cool. Donc on vous remercie. On aurait pu passer des heures à parler de Flutter, on n'a que 45 minutes, malheureusement. En résumé, c'est la presse un peu qu'on aurait voulu avoir il y a 2 ans, un peu voilà, des gens qui ont fait une grosse application. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, malgré quelques petits trucs, mais c'est en cours de résolution. Donc voilà, merci à vous pour votre attention. C'est pas fini. Merci Devox pour nous avoir permis de faire ce talk pour les 10 ans de Devox et à peu près les 10 ans de l'appli SNCF Connect aussi. Merci à tous nos collègues chez SNCF Connect, présents ou non, pour tout leur soutien et toute leur puissance qui ont été mis pour développer, tout leur amour pour développer cette application pendant 1 an. Et dédicace à notre coach François Nollen. Voilà. Si vous avez des questions, on a 5 minutes.
Oh là là, Oui, pas mal de pense questions. à répéter les questions. Oui. Mais allez, vas-y. Donc la question c'est petit blocage avec le NFC. Alors, je peux pas te dire, j'en sais rien. Peut-être. À vrai dire, on n'a pas expérimenté. Et Non. en fait, pour être honnête, dans l'application SNCF Connect, on utilise bien du NFC pour faire le ticketing Navigo, etc. Mais en fait, on repasse dans un parcours qui était déjà présent dans l'assistant, qui était codé en natif. Donc, on n'a pas eu le temps d'expérimenter ces parties NFC, mais c'est dans notre liste de futures Roadmap, ouais, évolutions. tout à fait. Il y avait une question ici avant, je crois. Alors La partie, pardon. desktop. Est-ce Ok. qu'on a évalué la partie desktop par rapport à la partie web? Alors, franchement, on l'a fait très succinctement. On n'a Ouais. pas poussé. A priori, on aurait un peu moins de complexité que le web, parce qu'il y a quand même un peu plus de features en desktop qu'on va retrouver par rapport à du mobile. Maintenant, j'avoue qu'on n'a pas encore poussé. Je sais qu'en Flutter, il y a des systèmes d'import conditionnel, il y a plein de systèmes d'interface qui permettent d'abstraire en fait la logique pour la réappliquer en fonction des OS. Normalement, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir appliquer en desktop. Moi, la complexité, c'est est-ce que vos écrans ils vont s'adapter et est-ce que vous avez beaucoup de features en fait qui diffèrent trop ou trop d'affichages qui vont devoir trop différer. Si c'est le cas, il y aura beaucoup plus de boulot en fait. Le web, la complexité, c'est la navigation en fait. Il faut réussir à avoir une navigation web mobile qui soit ISO avec des query param, des pass param. En desktop, on n'a pas trop ce problème-là, donc a priori, il n'y a pas de raison. C'est ça. Et puis après, là, je crois que c'est Firebase et tout ça, ils ont été migrés sur desktop il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a plein de choses. Ça a évolué très vite ces derniers temps là pour, euh, pour envoyer du lourd sur le desktop, je pense. Donc, J'en prends une dans le fond et je vous prends après. Oui. Ouais. Alors la question c'est est-ce que Flutter nous a aidé sur c'est quoi la rétrocompatibilité en fait, enfin sur les anciennes versions d'OS, etc. La réponse c'est ben oui. En fait, Flutter il y a 2 ans, par exemple sur en tout cas iOS pointait sur iOS 8. Donc était compatible iOS 8, donc il n'y a pas trop de soucis. Nous on est parti sur le 11 je crois, si je dis pas de bêtises, et sur Android. Android, c'était 5, je crois. Voilà. Enfin, de toute façon, en fait, entre-temps, on s'est retrouvé avec des SDK qui tiers, enfin des trucs qui n'étaient pas compatibles en fait avec la version minimale, ce qui était au-dessus de la version minimale de Flutter. Donc en fait, Flutter a été largement dans nos attentes par rapport aux devices sur le marché. Ouais, c'est ça, c'est plutôt nos SDK tiers qui nous ont peut-être un peu poussé à aller au-dessus. Et après, ben, généralement comme les plugins, si vous utilisez des couches un peu récentes voilà, qui ne sont pas disponibles sur iOS 8 par exemple, bah, c'est votre plugin natif sur lequel vous mettrez vos conditions pour les utiliser. Donc, ça ne pose pas trop de problème. Non. Je te laisse répondre si toi tu es le Donc plus... oui, est-ce que c'est facile d'utiliser des fonctionnalités natives du téléphone? En gros, c'est ça la question. Mais ouais, la réponse est oui en fait, parce que le système de bridge de Flutter, il est très basique. C'est juste déclarer une fonction d'un côté et de l'autre, ou un événement quand on veut remonter. Les événements, c'est vraiment plus pour faire des choses du type quelque chose survient en natif et j'ai besoin d'envoyer un événement à Flutter comme quoi il s'est passé quelque chose. La plupart des SDK, en général, on fait plutôt l'inverse. C'est Flutter appelle le natif, lui pose une question et le natif renvoie la réponse. Et ça, c'est vraiment le use case ultra basique et très très simple à faire en Flutter. Il n'y a vraiment pas de complexité. À la limite, peut-être le plus compliqué, c'est pour des use cases un peu particuliers où il y aurait besoin de faire des échanges de données vraiment énormes en fait. Et encore pour ce cas-là, ils ont prévu un mode de transfert, enfin de communication qui s'appelle FFI,
qui est directement du bytecode, qui est un truc un peu plus poussé. Et chez Google, ils ont certains plugins qui fonctionnent comme ça. Et on peut même mettre des widgets, c'est ce qu'ils font avec Google Ads. On peut mettre des widgets natifs au milieu du Flutter. C'est pas hyper recommandé de faire ça parce que ça flingue les perfs d'affichage, mais on peut le faire. Et puis même, il y a... Oui, pardon. On va passer à la question suivante. Il reste 15 secondes. Ouais. Dernière question. Là, Je crois qu'il avait levé la main. Au milieu, non? Bon, ok, là-bas. La question, c'est on utilise Firebase et donc comment on s'assure qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui parte sur Firebase. Il n'y a rien qui part en fait, parce que on reçoit juste la stack trace de Flutter et comme l'a dit Adrien avant, tout est en fait les données c'est côté BFF, nous on stocke rien, donc non il n'y a pas de problème de ce côté-là. De toute façon on a un service juridique qui passe RGPD tout ça, on peut pas se louper là-dessus, on n'a pas le droit de toute façon, donc pas d'inquiétude. Enfin, tout est anonymisé à base d'ID, on remonte jamais le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou quoi que ce soit d'un user. En fait, on a tout notre écosystème est basé sur des ID anonymisés et quand on regarde le parcours d'un utilisateur, en fait, on n'a pas d'informations sur lui. On n'a même pas son nom, prénom, on n'a vraiment rien dans les logs. Tout est offusqué. Pas toujours évident pour débugger, mais bon. Merci à tous. Merci.